Assalamu alaikum wa Sayyidati Sayyidati, bonsoir, madame, messieurs. Bienvenue à la 5e édition de notre programme Une heure avec un livre. Ce soir, nous avons à l'honneur le livre de monsieur Ahmed Ould Sidi Baba, qui est paru dans sa première version sous cette forme aux éditions Bouregreg, et puis une version beaucoup plus élaborée, corrigée, revue et corrigée dans les éditions, sur les éditions d'Harmattan. Avec un léger préambule, paru en 2013 aux éditions Bouregreg, sous le titre de L'homme mondialisé, réalité et perspective, le premier ouvrage d'Ahmed Ould Sidi Baba est revu, corrigé et publié aux éditions d'Harmattan la même année. Le sous-titre n'apparaît pas comme il se devait à la première page de couverture, pour une omission malencontreuse de l'éditeur. En revanche, la 4e page de couverture nous révèle que le titre complet donné par l'écrivain à son livre est L'homme mondialisé, un nouvel humanisme face à la mondialisation. Quel que soit le sous-titre, c'est de la mondialisation qu'il s'agit. À ouvrir le Robert, à s'en tenir, excusez-moi, j'ai un problème d'accident, quel que soit le titre de la mondialisation. À ouvrir le Robert, la mondialisation signifie l'ouverture volontaire des économies nationales sur un marché mondial libéral lié au progrès des communications, des transports, à la libéralisation des échanges, entraînant une interdépendance croissante des pays. À s'en tenir à l'auteur de l'homme mondialisé, ce n'est là que le côté apparent de l'iceberg. Il s'agit bien, à son sens, d'une fatalité, d'une promesse, dit-il en page 81, de l'une de ces promesses inscrites par le Créateur dans le destin de l'humanité et dont la réalisation, préparée pourtant par un long processus évolutif, n'en constitue pas moins aujourd'hui une sorte de surprise et une sorte d'interrogation pour chacun, et une source d'interrogation pour chacun. L'auteur use d'une vraie modestie pour déclamer qu'il n'est ni un érudit, ni un sociologue, ni un théoricien politique, et qu'il livre une simple réflexion. Mais sa plume trempée au fiel n'offre pas du miel, et son discours enflammé lève manifestement un coin de voile sur son désarroi apparemment longtemps couvé. En pourfendeur fervent de la mondialisation, il vilipende l'Occident, qu'il trouve responsable d'un chaos mondial consécutif à son caractère de rouleau compresseur, réduisant toutes les cultures et les civilisations au même dénominateur et même au même dominateur. Un tel compactage se réduit au désordre idéal, ce foisonnement de pensées et de doctrines hétéroclites, ne s'embarrassant d'aucune loi ni de foi. C'est d'après lui cette situation kafkaïenne qui entretient les avatars d'un monde désormais unipolaire et unique. Pour endiguer les flots inexorables de la mondialisation, Ould Sidi Baba propose un nouvel humanisme en vue de repenser le monde et de gérer la copropriété de notre planète autrement. Ce faisant, il convie à un dialogue des civilisations pour réduire la ligne de faille qui partage le monde un nanti au nord et un pauvre au sud, abusé par la détérioration des termes de l'échange à tout point de vue. En effet, les nantis demeurent résolument les maîtres des destinées intellectuelles comme de l'évolution économique et technologique de l'univers, tandis que les diminués restent le terreau de l'expérimentation des artefacts et au recyclage des déchets culturels de la civilisation occidentale. En cela, le Sud doit s'unir, gommer les barrières de la race et mobiliser ses ressources humaines face à l'hégémonie des experts occidentaux, à la technologie froide pour juguler la menace globale. Un peu de mots. L'auteur propose une nouvelle approche stratégique dont la prise en charge de notre destin, fondée sur la spiritualité, en constitue la quintessence. Le projet de l'ancien ministre et actuel chef de parti est immense et dense, s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Mais il n'est pas évidemment exonéré de critiques et de questionnements. Ce soir, pour en débattre, nous essaierons de répondre à deux questions connexes
posées à juste titre par l'auteur lui-même au tout début de son essai. Premièrement, est-ce que la mondialisation se limite aux relations économiques et scientifiques ou ira-t-elle jusqu'à imposer au monde une seule et unique civilisation, celle du Nord? Est-il dans l'intérêt du Nord et de l'espèce humaine tout entière qu'il en soit ainsi? Voilà, Monsieur Ahmed. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, Ahmed, voilà, on a fait une brève présentation de votre livre. Je vous donne la parole pour, comme on dit, enfoncer le clou et présenter sommairement votre pensée dans ce livre. Mis auparavant, je présente nos honorables invités. À ma droite, Mansour Degrange. Il est écrivain, journaliste écrivain au Calam. C'est le Calam hebdomadaire. Et Idoumou Mohamed Lemine, professeur de lettres à la faculté des lettres et sciences humaines de Nouakchott. Nejwa Mkatab, sociologue, professeur à Nouakchott, à l'université de Nouakchott. Et Kissima Djagana, écrivain à la tribune. À la tribune. Donc je vous demande la parole, M. Ahmed. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de m'avoir invité. Ensuite, je vous remercie pour cette présentation que vous avez donnée de ce petit livre. Donc je dirais tout de suite en commençant qu'il n'est pas un livre, je l'ai dit d'ailleurs dans l'introduction, d'érudition. Et ce n'est pas non plus un livre qui prétend apporter des solutions miracles. Disons que c'est plutôt un cri ou un appel pour que, ensemble, au nord comme au sud, nous essayons d'inventer un nouvel humanisme pour remplacer l'ancien. Et pourquoi pour remplacer l'ancien? Vous le savez, quand le général de Gaulle a procédé à la décolonisation de nos pays, j'estime qu'il y avait à cette époque-là un certain humanisme qui a fini avec la disparition de la coopération, presque la disparition de la coopération bilatérale et la multilatéralité de la coopération qui a fini par disparaître faute du fait, je l'ai expliqué d'ailleurs, que les pays pris un à un puissent continuer à apporter aide et appui sous l'égide de relations spéciales entre nos pays, mais cet humanisme a fait place à la multilatéralité. Autrement dit, plus prosaïquement, aujourd'hui, nous avons affaire à l'Union européenne. En Mauritanie, par exemple, nous n'avons plus affaire exclusivement à la France, et de plus en plus, nous aurons davantage des rapports avec l'Union européenne. Mais en même temps, l'humanisme, c'est-à-dire cette dose d'affectivité, cette dose d'empathie, de compréhension qui marquait la coopération bilatérale, elle-même est en train de disparaître parce que les tenants, aussi bien politiques que philosophes, que tiers-mondistes, comme je les appelle ici, ceux qui, avec beaucoup de cœur, ont soutenu la cause des pays pauvres, des pays sous-développés, on fait place aujourd'hui à des experts. Et ces experts définissent, à mesure des intérêts des pays et des ensembles économiques, leurs intérêts. Autrement dit, nous sommes en train d'assister à un double phénomène. Premièrement, la relation vitale, fondamentale, entre les hommes, qu'ils soient au nord ou au sud, est en train de se renforcer chaque jour davantage. On dit la phrase habituelle, le monde est aujourd'hui devenu un village planétaire. Mais en même temps, ce sont tu les voix de ceux qui appelaient à une forme de solidarité, à une forme de coopération marquée par un humanisme, cet humanisme ancien. Et nous nous trouvons aujourd'hui à la conclusion d'un phénomène que j'ai bien pris la peine de préciser, qui n'est pas nouveau, qu'il date de la plus haute antiquité et qu'il était inscrit par le Créateur, comme je l'ai dit, dans le destin de l'humanité, comme vous venez de le répéter.
Ce phénomène s'appelle la mondialisation qui est arrivé à son terme. Et ce terme constitue une surprise, mais en même temps constitue un phénomène qui n'a pas de répondant au plan de l'humanisme, de la coopération humaniste et solidaire, qui d'ailleurs est une nécessité par rapport à la communauté de destin désormais des habitants de l'univers. Autrement dit, le livre n'est pas un travail de recherche ni d'érudition, c'est un premier appel d'un petit pays, d'un petit personnage, pour que le monde, enfin, accepte de se remettre un peu en cause, aussi bien au nord qu'au sud, et comprenne qu'il y a un phénomène nouveau qui s'appelle la mondialisation, qui appelle un autre phénomène nouveau qui s'appelle un nouvel humanisme, qui soit amplificateur des bienfaits de la mondialisation, parce qu'elle ne comporte pas, à mon avis, que des aspects négatifs, mais en même temps qui puisse obvier à ces aspects négatifs. Ce n'est donc qu'un appel, ce n'est pas un travail de recherche ni un travail d'érudition. J'ai été amené à parler du désordre idéal et de l'évolution du monde parce que justement, elles ont un impact réel, fondamental, sur la nature des rapports qui se développent entre le Nord et le Sud, entre nos pays et les pays développés. Ce désordre s'est traduit par la force des choses, par l'envahissement de nos pays par une civilisation exogène. C'est la civilisation judéo-chrétienne qui a ces enseignements utiles que nous devons évidemment adopter et adapter, et qui a également ses aspects négatifs par le fait, d'une part, qu'elle nous fait sortir de nous-mêmes, de notre authenticité, laquelle elle-même mérite d'être revue et corrigée, et en même temps, elle nous impose des aspects qui ne sont pas pour notre bien. C'est ce que j'ai appelé l'expérimentation de leurs artefacts, de leur technologie, et des déchets culturels. De leur culture et même le recyclage des déchets de cette culture. Et quand je vois des jeunes filles ici dans les lycées en Mauritanie, l'ouvrage n'est pas consacré à la Mauritanie, je le précise tout de suite. Quand je vois des jeunes filles s'habiller un peu comme les petites jeunes filles que je vois dans les lycées européens, je me demande où allons-nous et pourquoi ça, etc. C'est un exemple, entre d'autres. C'est ça que j'appelle le déchet culturel de cette civilisation. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que j'ai produit un livre d'érudition ou un livre qui apporte des solutions à tous les problèmes. C'est un appel. Et comme tout appel, il ne peut pas dire comment et quand et par quels moyens créer cette nouvelle race d'hommes qui vont développer cet humanisme. Je ne peux pas dire comment la créer. J'appelle simplement les pays du Nord à remettre en cause leur vision, la vision qu'ils ont de nous, et je nous appelle, nous, à repenser ce que nous sommes, ce que nous devons être, pour être un partenaire qui apporte quelque chose. J'ai cité ici une phrase du général de Gaulle qui dit qu'au monde d'aujourd'hui, il manque une dimension humaine. J'ai toujours pensé... Il manque un ressort. Oui, j'ai toujours pensé la même chose. Cette dimension humaine, on peut la retrouver chez nous. Et à nous de la développer, de la démontrer, de la définir et de la porter en termes d'échange. C'est ce que Senghor appelait la détoration des termes de l'échange. Du donner et du recevoir. Le carrefour. Autrement dit, nous avons quelque chose à apporter au monde développé en matière d'humanisation de leur robotique civilisationnelle, intellectuelle et culturelle. Et nous avons beaucoup à recevoir d'eux en matière de modernité, de gestion des États, de gestion des peuples, de formation des citoyens, etc. Et donc, cet échange doit se doubler d'une coopération et d'une solidarité. Une solidarité et une coopération qui imposent donc l'unité de destin, impliquée par la mondialisation elle-même, et qui fait que le mal-être des uns rejaillira fondamentalement et inévitablement à terme sur les autres. Et ceux qui se trouvent aujourd'hui dans le bien-être matériel en tout cas,
ont intérêt à les garantir, à les pérenniser, en faisant en sorte qu'il n'y ait pas des laissés pour compte sur le boulevard de la planète Terre. Oui, C'est donc le bas-côté, comme on dit. Oui, c'est donc un appel beaucoup plus qu'autre chose. Et j'ai bien fait exprès de faire cet appel d'ici, comme j'ai dit, de cette petite Mauritanie et de ce petit personnage, parce que tout comme, je reprendrai encore une phrase de De Gaulle, tout comme lui, j'ai une certaine idée de la Mauritanie. Elle est toute petite, mais elle est très grande par sa civilisation et sa culture. On l'oublie souvent. C'est pas De Gaulle, Jean-Pierre Chevènement. Je reviendrai sur ces deux termes que dans l'introduction, j'ai cherché à définir parce qu'elles sont sujets de beaucoup de malentendus. Je reviendrai là-dessus certainement à propos d'une question ou d'une autre. Et pour faire le tour du monde, j'ai été amené donc à voir un peu ce qui se passe au niveau des échanges d'idées d'abord. Je ne suis pas le premier à dire cela. J'ai cité ici Paul Valéry qui dit, bon, nous nous acheminons vers une véritable animalité. Quand vous dites quelque part... J'ai passé en revue les composantes essentielles de ce monde. Par exemple, je suis toujours frappé par la manière dont sont constitués les États-Unis. Évidemment, les États-Unis et la Mauritanie, et les États-Unis et tout pays de notre Afrique, c'est comparé, je ne sais pas moi, à quelque chose d'incomparable. Mais en tout cas, les Américains ont bâti un État sous la même bannière en fondant leur action sur la liberté de l'homme. C'est qu'ils ont dû payer pour arriver à la démocratie où ils sont actuellement, mais surtout ils ont bâti leur pays sur deux piliers. L'un, la foi, et l'autre, le travail. La charrue, vous avez dit... Moi, j'en ai parlé. Vous avez dit la charrue et le chapelet, voilà. J'ai parlé également de la Chine et de l'Inde. C'est une façon pour moi d'attirer l'attention sur, particulièrement de nos amis du Nord, sur ce qui frappe et qui est évident et qui a été dit bien avant moi. C'est-à-dire que l'avenir appartient sans doute au plus grand nombre. Le plus grand nombre se trouve en Asie. Et ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Ils ne relèvent pas, pour l'essentiel, des religions monothéistes. Et ils n'ont donc pas, avec la civilisation judéo-chrétienne, les mêmes divergences que nous avons. Ils sont donc en mesure de faire deux choses. Premièrement, d'adapter tout ce qui est utile chez leurs partenaires occidentaux, et en même temps, par leur nombre, par leur surface de résistance, de rester eux-mêmes. Ce qui n'est pas notre cas. Nous n'avons ni le nombre, et nous avons ensuite des vieilles querelles fondées sur les credos religieux. J'ai dit, et je le répète, que pour comprendre les choses, il faut savoir qu'il y a une distinction nette à faire entre civilisation et culture. J'ai essayé de la définir dans l'introduction, je reviendrai par la suite. Et voilà donc l'objet est de lancer un premier cri, qui n'est pas une solution, encore une fois je le dis, parce que d'ailleurs dans ce domaine il n'y a pas de solution à proposer. On ne peut pas proposer une organisation pour qu'il y ait un nouvel humanisme. On appelle simplement les gens à se remettre en cause, à réfléchir au destin de l'humanité, et pour cela, à ne pas se contenter au nord de n'avoir que des experts, il faut avoir des gens de cœur, et ne pas se contenter au sud de n'avoir que des gens qui tendent la main pour recevoir ou qui imitent. Il faut aussi avoir des élites qui puissent, avec les élites du nord, constituer cette nouvelle classe de penseurs, de journalistes, sociologues, etc., qui vont faire que le destin de l'humanité, qui est devenu commun, qui est devenu solidaire, ne mène pas vers une catastrophe. Merci. C'est bien, M. Ahmed, mais vous n'êtes pas n'importe qui, vous avez une formation très particulière, vous avez fait la Sorbonne avant d'être, après avoir été agrégatif, c'est ça? Vous avez fait la rue d'Ilum, non, c'est pas la d'Ilum, c'est quoi, c'est Louis le Grand? Oui. Voilà. Et comme vous, quand il parle d'humanisme, tout de suite, on est porté à penser à l'humanisme, ce phénomène du XIVe siècle
qui est le retour, aux traditions gréco-latines. Attention, on peut comprendre ça comme ça. Donc l'humanisme, dans ce cas-là, c'est quoi pour vous? Pas du tout. Vous parlez des humanités. Moi, je parle de l'humanisme au sens... Je parle non pas d'humanité, mais d'humanisme. L'humanisme, c'est cette prédisposition à comprendre l'autre, Voilà, à l'empathie, donc, et à se comprendre soi-même, et surtout à prendre conscience, avoir une perception nette du fait que le destin de l'humanité est désormais lié. Et j'ai rappelé ici un mot, un vers de Hugo, insensé qui croit que je ne suis pas toi. Nous sommes liés par notre destin, par l'évolution du monde et donc par cette mondialisation. Et nous devons faire front ensemble et trouver le moyen de faire front utilement. Et pour cela, nous avons besoin d'un humanisme qui fasse que chacun comprenne l'autre, que chacun efface de sa mentalité les idées ou les habitudes qui sont contraires à cette démarche solidaire et que nous allions vers le bonheur de l'humanité à travers une vision concertée. Bon, c'est ce que résumait déjà Socrate, cité par Plutarque. Vous écrivez en page 25, c'est ce que résumait déjà Socrate, cité par Plutarque, lorsqu'il disait « Je ne suis ni athénien, ni grec, mais un citoyen du monde ». En fait, c'est ça qu'on voulait dire. Voilà. Oui, c'est une phrase prémonitoire. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de renier sa patrie, mais il faut savoir que le destin des hommes est commun. D'ailleurs, ça a commencé à être compris depuis la fondation des Nations Unies. Bon, mais le fait est que les difficultés de la vie, les difficultés économiques, particulièrement au Nord, sont en train d'éloigner les cœurs, d'éloigner de la vraie solidarité, comprise comme étant non pas une forme de charité, mais une forme de partage. Comme on parle de partage des richesses dans un pays, il faut parler aussi de partage du bien-être dans le monde, pour que tout le monde continue à bénéficier du bien-être. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et là, je suis un peu interpellé par une idée que j'ai dû voir dans les livres de Samuel Huntington, Le choc des civilisations, The Clash of Civilization, quand il dit que la civilisation musulmane et la civilisation chinoise se rapprocheront un jour plus qu'avec les autres. Et là, tout à l'heure, vous me disiez qu'on partage il y a plus de facilité de contact avec la Chine que avec les Européens auxquels on est habitué. Comment vous dites ça? Enfin, je ne me souviens pas avoir dit ça. Ah bon? Moi, je crois... Hein, ah bon, donc j'ai mal compris alors. Que nous avons plus d'affinité avec la Chine. Non, vous aviez dit, je crois avoir entendu. Comment on est joué? Je ne sais pas, pour lui expliquer. Pardon? La distance est diminuée entre nous et les gens de l'Orient par rapport justement aux gens du tiers-monde, aux gens du Sud, qu'avec les gens du Nord. Je ne sais pas, on se pose la question. Pour continuer ce qu'il disait. Non, je ne pense pas. Je pense que le destin de l'humanité est désormais commun. Bon, mais j'ai toujours pensé qu'en matière de coopération, nous sommes évidemment, par la géographie et par l'histoire, plus proches de l'Europe que de la Chine. Et comme je pense d'ailleurs, avec l'Europe, les pays de l'Europe, on appelle l'Europe latine, l'Europe du Sud, France, l'Espagne, l'Italie, sont une porte, un passage obligé pour nous, les Africains, pour accéder à une coopération meilleure, à une solidarité meilleure avec l'Europe dans son ensemble. Tout à fait, tout à fait. Ok, merci. Je me tourne vers mon confrère Mansour Degrange. Mansour, quelle est votre appréciation du livre de M. Ahmed et quelle est votre idée sur ce phénomène de la mondialisation et sur les propos de M. Ahmed? Alors, salam alaikum. Bonsoir, Président.
bonsoir tout le monde ici. Bien, bon, vous m'avez présenté un peu. Alors, je suis ici, je suis l'occidental de service, quelque part. Et je suis un occidental un peu hors norme, puisque je suis un occidental musulman. Et donc, je suis peut-être dans le chemin dont vous parliez tout à l'heure, des rencontres. Bien. C'est pour expliquer mon point de vue. Alors, pour en venir au livre lui-même, d'abord, je l'ai trouvé trop court. Je pense qu'il y a à creuser beaucoup dans ce thème. C'est la première chose. La deuxième, je vais tout simplement en venir au sous-titre. Un nouvel humanisme. Rappelez-moi le texte. Face à la mondialisation. En réalité, vous lisiez humanisme et état de l'économie mondiale, ou de manière plus générale, le fait qu'on puisse se rencontrer tous aujourd'hui. Bien, quelque part, on est lié, mon humanité, votre humanité, est liée à votre environnement, de manière générale. Donc on vit dans un petit environnement, ben, on a à s'occuper des conditions qui nous entourent. L'environnement commence à grandir, on prend conscience d'autre chose. On voyage, comme vous avez fait vous-même, puisque vous avez fait vos études en France, et on découvre un autre point de vue. Tout d'un coup, on agrandit les espaces et notre humanisme commence à changer. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'en réalité, dans cette notion de mondialisation, il y a deux niveaux. Il y a votre mondialisation, la mienne, celle de madame, celle de tout le monde ici, celle qu'on vit au quotidien. Et puis, il y a la mondialisation qui est vécue au niveau des États, qui, eux, obéissent à des grands nombres. Vous êtes un numéro, comme moi, comme tout le monde ici. Nous sommes tous des numéros pour cette... Vous voyez, on est tous sur le même plan à ce niveau-là. La réponse au problème que vous soulevez... On est stéréotypé, quoi. Pardon, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on a une mondialisation qui fonctionne sur de la quantité, sur du numérique. Nous sommes tous des éléments numérisés, et il n'y a pas de différence entre un Américain, un Africain, un Européen, un Chinois. En réalité, nous allons tous vers un aplatissement mondial, où il y aura bientôt plus de différence entre un jeune Mauritanien, un jeune Français, un jeune Américain, et tout ça. Avec tous des numéros, on sera tous numérisés. C'est ça qu'on est en train de nous faire. Et ça, c'est prévu, c'est travaillé à un niveau qui nous dépasse, et qui dépasse même les personnes qui travaillent là-dessus, ces fameux experts, ces personnes qui travaillent sur des grands nombres, ils travaillent sur des statistiques, sur des sondages. C'est leur monde. Ils ne s'en rendent pas compte, et c'est leur environnement à eux. La réponse qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est ce qu'on vit, nous, au quotidien. J'ai 2 enfants en France, et disons une quinzaine de personnes de ma famille en France. Je les invite, chaque fois que je peux, à participer à ma vie ici d'une manière ou d'une autre. C'est ici que c'est là que commence la transformation de cet humanisme. Adaptation de l'humanisme au nouvel environnement. Je les provoque. Alors je peux leur dire, on a besoin de ça, par exemple. Ils me répondent ou ne me répondent pas. Mais au moins, ils doivent entendre ça. Des relations humaines. Et ça, je ne pourrais pas le faire avec M. Hollande, ni avec votre propre président, parce que vous ne les rencontrerez jamais. Eux, ils sont dans un autre monde. Vous comprenez? Alors, chaque fois, on doit se replacer dans ce contexte-là. Pour que l'humanisme avance, l'humanisme tel que vous l'avez très bien défini, c'est-à-dire être homme, tout simplement, avec des rapports humains, avec une chaleur, avec tout ce qui fait qu'on est homme, bien, continuer à le vivre le plus possible là où on est. Vous êtes ici, en Mauritanie, vous croisez un Chinois, alors on va rentrer un Aratine, qui que ce soit que vous rencontrez, bien plus qu'auparavant, vous avez un devoir à vivre votre humanité. L'humanité que vous avez définie, l'humanisme que vous avez défini, il faut le vivre. Et il faut le vivre au quotidien. Que ce soit ici, vous allez en France, partout, chaque fois que vous pouvez, partout, d'une manière générale. Ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on a des possibilités d'agir à un niveau plus élevé, comme vous, par exemple, avec l'écriture, ou des responsabilités politiques, à ce moment-là, on fait la même chose, mais à un niveau un peu plus grand, en essayant de combattre
combattre des visions qui fonctionnent sur des normes, sur des chiffres. Vous comprenez ce que vous écrivez là? On va vous opposer, par exemple, à un moment ou à un autre. Alors, quels sont les résultats de l'année? Quels sont les chiffres du commerce extérieur? C'est ça dont on va vous parler. Vous comprenez bien ça, vous connaissez très bien ce genre de situation. Vous l'avez vécu dans votre fonction publique. Vous voyez, je crois avoir exprimé tout à fait. Hein, l'idée générale. D'accord. Nous sommes tout à fait d'accord sur la signification de l'humanisme. Mon problème, moi, en tant qu'homme politique, c'est que cet humanisme soit promu par une volonté. Et cette volonté ne peut être que politique. Et c'est pourquoi je parle des élites nouvelles qui doivent, au nord comme au sud, se donner la main pour développer un tel humanisme avec le contenu que vous dites. Ouais, tout à fait. Moi, je ne définis pas le contenu de l'humanisme. Je fais un appel Tout à fait. pour que nous nous orientions vers cet humanisme. Et comme je l'ai dit en commençant, je n'ai pas de recette miracle pour le créer, cet humanisme. Je n'ai pas de proposition précise, sauf quelques-unes que j'ai dites. La première. Enfin, ce que je viens de dire n'a pas été entendu apparemment, non? Non, c'est bon. Seulement, c'était pas fort. Allez-y. Bon, la première de ces idées, c'est que d'abord, nous cherchions honnêtement à faire l'état de nos lieux respectifs, au nord comme au sud. On doit se demander, ce tiers-mondialisme, cet altermondialisme qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il est adapté à l'évolution telle que doit la guider un nouvel humanisme? Est-ce que nos peuples, tels qu'ils comprennent aujourd'hui le développement, ne doivent pas recevoir de nouvelles idées, de nouveaux enseignements qui fassent que les peuples, je dis bien les peuples et non pas les gouvernants, n'appréhendent pas le développement comme un effet de la générosité de ces peuples ou comme un effet de la charité des États. Il faut qu'ils comprennent que c'est une nécessité pour leur survie à eux. Et ce sont ces élites-là. Du côté du Sud, il faut que nous comprenions qu'il faut cesser de faire référence en l'incriminant à l'époque coloniale. Moi, l'époque coloniale ne m'intéresse pas parce que mes ancêtres ont été des colons et certainement ils ont fait peut-être pire que... Bon, par exemple, vous dites un peu la même chose quand vous dites que c'est l'Occident qui nous a Amadou fait. Hampateba, Oui, Ahmed. qui est une des figures les plus intelligentes de l'africanité Tout à fait. et qui a défini totalement les colonialismes à tous âges et à toutes époques. Je n'incrimine pas particulièrement un colonialisme français ou anglais ou espagnol ou portugais. Non, j'ai dit que c'est un phénomène historique qu'il faut maintenant dépasser. Il faut également dépasser, voilà les petites filières par lesquelles il faut s'orienter vers cette nouvelle dimension. Il faut dépasser cette hypocrisie de la repentance. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous dire nous sommes des salauds parce que nous avons colonisé. C'est une façon de nous mettre de la poudre dans les yeux. Vous n'êtes pas plus responsable. Vous n'êtes pas plus responsable de l'attitude de vos grands-parents que moi des miens. Non, mais nous avons à vivre quelque chose aujourd'hui. Non, j'ai défini simplement certaines directions de recherche pour arriver à cet humanisme. Et il faut que nous, au Sud, nous acceptions que nous avons besoin de nos frères du Nord. Mais que pour avoir utilement l'aide de nos frères du Nord, nous devons être autre chose. Nous devons être démocrates, nous devons être modernes. Chacun doit faire l'état de ses lieux et susciter par sa politique, par sa manière de conduire son peuple, susciter une tendance qui conduise vers cet humanisme. Tout à fait. Et je prétends que cet humanisme ne peut pas être l'ancien humanisme qui était lié à la bilatéralité. Il faut qu'il soit un autre humanisme propre, comme je l'ai dit et je le répète, à obvier aux méfaits de la mondialisation et à en amplifier les bienfaits. Tout à fait. Et donc c'est une quête, c'est une recherche. Recherche, oui, tout à fait. Ce n'est pas des recettes. Permettez-moi d'ajouter une petite chose. Allez-y. Je voudrais, regardez, pour mieux situer ce dont je parlais tout à l'heure, votre grand-père, votre arrière-grand-père,
quand il se levait le matin, dans sa reima, on va le supposer dans une reima, bien, quel était son souci? Peut-être aller chercher de l'eau. Oui. Mobiliser 1 ou 2 haratines, peut-être. Pousser les veaux vers les pâturages. Voilà. La question, c'est simple. Hein, je ne sais pas. Chercher des personnes, prendre les chameaux, se diriger vers le puits, qui est plus ou moins près, respecter les ordres de préséance pour prendre l'eau. Il est peut-être en premier, il n'est peut-être pas en premier. Il y avait des ordres. Et ça va peut-être lui prendre toute la journée. Toute la journée. Dans cet environnement-là, il va vivre son humanisme. Avec du temps. Aujourd'hui, votre fils ou votre petit-fils, il se lève, il veut allumer la lumière, mais il y a un problème avec cette lumière. Il commence à avoir un problème parce que il y a un problème technique qui l'environne. Puis après, ça va être la voiture, puis après, ça va être les embouteillages. Puis il va se passer des tas de choses dans sa journée qui fait que sa façon de vivre son humanité va être totalement différente. Et il ne la maîtrise pas. Il ne se rend pas compte. Il profite, comme vous dites, c'est agréable une voiture, c'est agréable une télévision, tout ça c'est agréable, mais il ne se rend pas compte que dans le même temps, s'il ne prend pas de temps en temps une distance par rapport à ça, eh bien son humanisme, l'humanisme de son grand-père, il disparaît. Tout à fait. C'est plus du tout ça qu'il vit. C'est là où je vous dis que nous sommes responsables personnellement de cet humanisme. Et c'est notre humanisme, et c'est dans la façon dont nous allons, nous, chacun d'entre nous, avancer dans le contrôle de ce qui se passe dans notre environnement, qu'on va pouvoir définir une nouvelle mondialisation. Parce que sinon, c'est elle qui nous définit. On est dans ce rapport-là. Il y a une mondialisation de la marchandise, on va dire, qui veut vendre, et qui nous modèle, qui finit par nous transformer, nous imposer un humanisme qui n'est pas celui dont vous parlez. Vous voyez? Et donc, vous comprenez bien ce que je veux dire, il y a à la fois, je vous le disais, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les personnes au-dessus de nous qui fonctionnent avec des grands chiffres, ils ont des impératifs économiques, ils ont des tas d'impératifs qui ne s'occupent pas de ça. Ils n'ont pas à s'occuper de ça, ils ne peuvent même pas s'en occuper. Vous voyez? Vous comprenez bien où se situe le problème. C'est l'humanisme, il est en compétition quelque part avec une forme de... Ok Mansour, on va y retourner. Question Mansour, je crois que nous disons la même chose, sauf que moi, je fais appel aux États, aux élites, pour qu'ils corrigent et qu'ils créent une nouvelle forme de citoyenneté impliquant cet humanisme. Qu'il existe au niveau des individus, il existe. Moi, je trouve qu'un Français est toujours très convivial et très sympathique et très gentil. Quand quelqu'un tombe par terre, il vient le soulever. Quand il voit une malade et qu'il peut aider, il l'aide. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut développer une politique humaniste. Et cette politique humaniste ne peut être développée que par la volonté des États, des universités, des journalistes et des penseurs. Comprenez? Et elle ne peut être développée que s'il y a une prise de conscience par rapport à la nécessité de la créer. Par rapport à la nécessité de la créer. Je ne parle pas au niveau des individus, je parle au niveau des politiques communes. Et j'ai conclu ici en disant dans la conclusion ce que j'attends aussi bien du Nord que du Sud que de l'international. Il faut que les uns et les autres, je sais bien que les Nations Unies développent un certain humanisme, qu'il y a une certaine aide au développement. Tout ceci existe. Mais parallèlement à ceci, et même contradictoirement avec ceci, des experts travaillent sans tenir compte de la situation qui prévaut dans le Sahel et disent l'Union européenne doit faire ceci. Même si cela doit comporter des inconvénients et des malheurs pour les autres. C'est ce genre d'humanisme-là que je voudrais développer. Il ne se développe pas au niveau des individus, en tout cas pas automatiquement. Il se développe d'abord au niveau des élites, et en premier lieu des États, et au niveau de ceux qui font l'opinion publique, c'est-à-dire vous les journalistes. Mais à partir de quoi? À partir d'une politique des États et d'une prise de conscience des États.
Mais il est nécessaire de les développer, pas seulement au niveau des pays du Nord, mais au niveau aussi des pays du Sud, pour qu'ils soient d'abord aptes à recevoir et à utiliser l'aide. Vous l'avez bien dit. Voilà, c'est cet humanisme-là auquel j'appelle. fait. Encore une fois, je le répète, très franchement, je n'ai pas fait un livre d'érudition. J'ai jeté un cri d'alarme. Et un appel. En pavé dans la mare, comme on dit. Et un appel. Oui. Et un appel. C'est peut-être prétentieux que d'ici de la Mauritanie, on appelle à ça, mais moi, j'ai une si haute idée de la Mauritanie que je la crois capable d'appeler à ce genre de choses. Tout à fait. Voilà. Je dirais même que c'est une de ses missions. Bon, j'aimerais peut-être donner la parole au professeur Idoum, tout en relançant le débat et en le recentrant un peu. Monsieur Idoum, vous pouvez répondre aux questions posées par l'auteur dans le livre, au tout début, quand il dit « Est-ce que la mondialisation se limite aux relations économiques et scientifiques ou ira-t-elle jusqu'à nous imposer au monde une seule et unique civilisation, celle du Nord, ou bien est-il dans l'intérêt du Nord et de l'espèce humaine tout entière qu'il en soit ainsi ?» Je veux que votre intervention s'articule cela pour mieux relancer le débat et j'attends les sociologues pour merci. Moi, je crois que M. Mansour et le président Ahmed ont déjà répondu à cette question. Tout à fait. La mondialisation, aujourd'hui, est en train de nous diriger vers une civilisation du nombre. C'est-à-dire une civilisation qui réduit chacun d'entre nous à un nombre dans une série... Une numérisation de la personne. Une série arithmétique. Ouais. Et donc, qui tue en nous l'homme. Nous sommes numérisés, digitalisés, voilà. Voilà, qui tue l'homme, qui tue la civilisation, qui uniformise en quelque sorte. C'est ce que Ahmed appelle la technologie froide. Voilà, qui uniformise la pensée jusqu'à tuer toute capacité et toute ambition d'innovation chez l'homme. Et je crois que le président Ahmed l'a très bien expliqué, ce livre est un cri. Et le préfacier du livre, le président Sidi Cheikh Abdallah, il a compris quand il dit dans la page 8, cette mondialisation peut, si l'on y prend garde, si l'on n'y prend pas garde, perpétuer et même substantiellement renforcer les inégalités, les frustrations et les rancœurs créées par l'ordre mondial qui a prévalu par le passé. L'auteur nous met bien en garde et nous indique la voie qui nous permettrait de construire un monde meilleur. Tout à fait. Et donc, ce monde meilleur, l'auteur dit en quelque sorte qu'il pourra donc être construit en gouvernant le monde autrement. Et il invente l'expression de gouvernance internationale, inspirée de ce que Edgar Morin appelle une politique de civilisation, c'est-à-dire une politique qui ne se contente pas, comme c'est fait maintenant, de réduire les préoccupations de l'homme à des questions purement matérielles. L'homme a aussi autre chose, a besoin d'autre chose. On ne vit pas que de pain. On a besoin de nos cultures, de développer la diversité de nos cultures. On a besoin de nous inspirer les uns des autres. On a besoin d'évoluer, de continuer à évoluer comme par le passé, en fécondant les civilisations, en fécondant les cultures, et non en développant une culture du 0-1. Bon, c'est-à-dire une culture de l'informatique. Si on comprend bien, Ahmed appelle plutôt à une humanisation face à la bestialisation, parce qu'on tend vers la bestialité au lieu de tendre il nous dit attention, nous allons tout droit, si nous continuons sur la voie que nous suivons actuellement, nous allons tout droit vers ce que Paul Valéry appelle l'animalité. Et donc, il faut trouver une solution. Et cette solution, c'est une nouvelle gouvernance du monde. Je vais simplement préciser que dans l'introduction, j'ai dit que cette approche, cette solution se résume dans la mise au point par de nouvelles élites. Nouvelles élites, qu'il convient de susciter, au nord comme au sud. D'un nouvel humanisme apaisé et réaliste. J'ai dit, cette approche et cette solution se résument dans la mise au point par de nouvelles élites mondiales
qu'il convient de susciter au nord comme au sud. Je ne sais pas comment, pas à moi de dire comment. Justement. Au nord comme au sud, d'un nouvel humanisme apaisé et réaliste. Expurgé des rémanences négatives du passé, c'est-à-dire les rancunes vis-à-vis de la colonisation, mais aussi éloigné des théories utopiques ou dangereuses du moment, c'est-à-dire les extrémismes, les fondamentalismes, les rejets, etc. Un humanisme qui, tout en reconnaissant que la mondialisation est un phénomène irréversible du fait d'une longue évolution de la science, de la technologie et des moyens de communication, soit propre à obvier à ses effets négatifs et à en amplifier les retombées positives. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, les joies, tu as certainement écouté, j'ai vu que tu as tout compris, mais étant très jeune femme, sociologue, comment à ton sens, comment tu perçois cette mondialisation où est notre jeunesse par rapport à ce problème que décrit Ahmed? Donc, avant de vous parler donc d'une vision pour les jeunes, ou par les jeunes, je voudrais bien faire un petit détour pour faire un rappel, un petit peu historique, mais aussi un peu sociologique pour comprendre en fait pourquoi est-ce que la pensée matérielle, on en est arrivé là. Je reprends en fait tout simplement quelques points que vous avez judicieusement repris ou que vous avez pris dans votre ouvrage, mais j'y ajouterai également l'évolution en fait du rapport Nord-Sud. C'est-à-dire l'évolution du rapport Nord-Sud avec la montée de la mondialisation. Pour commencer historiquement, c'est vrai que en premier lieu, le Nord, il a eu un rapport avec le Sud comme une mission civilisatrice, c'est-à-dire que donc dès le départ, en fait, la relation a commencé c'était une relation hiérarchique, c'est-à-dire que le Nord était là pour des missions donc civilisatrices à travers la colonisation, etc. Et ensuite, cette mission donc civilisatrice, elle se perpétue à travers aussi l'étude de l'autre, avec la mise en place ou en tout cas l'expansion de l'anthropologie à la fin donc du 19e siècle. Non, je veux dire à la fin donc, du XXe siècle, le début donc de cette découverte de l'autre, de l'exotisme. Et vous parlez d'ailleurs à juste titre de ethnocentrisme, et je dirais même de eurocentrisme. Ouais. C'est-à-dire que ces intellectuels-là, même ce rapport intellectuel à l'autre, ce rapport au Sud, c'était un rapport de domination en quelque sorte. Il y avait ce qu'on appelle au XXe siècle, au début du XXe siècle, en Angleterre, ce qu'on appelle l'anthropologie de terrasse. C'est-à-dire qu'on amenait des gens, des indigènes ou des gens qui venaient de contrées exotiques entre guillemets, parce que l'exotisme par rapport à qui et par rapport à quoi, à l'épicentre, voilà, et on le mettait dans la terrasse et donc on l'étudiait. Et petit à petit, c'est bien sûr soutenu par un darwinisme social, c'est-à-dire que les populations africaines étaient à un stade donné de leur histoire, qu'il y avait encore une évolution qui était encore à faire, donc il y avait encore cet esprit de civiliser encore l'autre, de l'étudier, de voir un petit peu d'ailleurs vous parlez aussi du mythe du bon sauvage de Rousseau. Les disséquer, on va le... Donc voilà, et cette pensée-là, elle continue, donc cette pensée qui, pour l'instant, on ne voulait pas toucher justement à ce mythe du bon sauvage, à cette étape de l'humanité qui était encore ancrée dans la spiritualité, dans la pensée qui n'était pas matérielle. Donc il y avait une forme de fantasme en fait. Oui, c'était quelque chose de fantasmatique. Ouais. Et il y a une autre évolution avec la mondialisation qui a donc continué, c'est-à-dire une pensée en Europe ou en tout cas en Occident qui est devenue de plus en plus touchée par le rationalisme, par la pensée matérielle. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre vision commence à changer. C'est-à-dire que notre vision, je veux dire la vision du Nord qui n'est pas la nôtre, cette vision, elle devient donc civilisatrice, mais dans un autre sens. C'est-à-dire que le mode de pensée dans lequel vous êtes, il faudrait le changer. Il faudrait rentrer dans cette sphère, justement, donc, quand vous parlez... Acculturation, si on peut dire. L'acculturation, exactement, j'allais y revenir. C'est-à-dire que l'homme mondialisé, je trouve que votre titre est extrêmement bien choisi parce que l'homme en lui-même, il porte les marques, en fait, de cette modernité. D'ailleurs, même le terme modernité, je n'aime pas trop l'utiliser parce que il faut une définition. Qu'est-ce que la modernité? C'est quand on vit aujourd'hui, l'actualité. On était moderne il y a 20 ans, on le sera il y a 30 ans. Je veux dire, c'est quand même une définition, mais c'est pour dire que être moderne, c'est être dans l'air du temps. Et aujourd'hui, l'air du temps, c'est être mondialisé, être uniformisé. Et quand vous disiez tout à l'heure que les gens sont considérés comme des chiffres, et des 1 et 2, donc si je continue un petit peu dans cette logique historique, cette pensée matérielle qui s'est mise en place, donc baisse de la spiritualité, marchandisation de l'esprit et même de la pensée intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous parlez de l'élite qui doit justement penser un petit peu
pensé pour ou même par les autres. Il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'intellectualisme, si je puis me permettre, c'est que dans la pensée, je n'aime pas le mot élite quand on parle d'intellectualisme, c'est-à-dire que quand on regarde au début donc, du XXe siècle, et jusqu'à la moitié d'ailleurs du XXe siècle, les grands penseurs, vous parlez de Sartre, et on peut continuer en parlant de Simone de Beauvoir, de tous ces grands penseurs qui ne sont plus ceux d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils essayent de toucher ce véritable humanisme. Ils partaient des réalités sociales, des réelles mobilisations, des réels problèmes sociaux, pour justement en ériger des politiques, en ériger des pensées qui apporteront, eux, par contre, des solutions. Et quand on voit aujourd'hui cette nouvelle bourgeoisie, je dirais, financière, qui tente d'avoir le pouvoir, et c'est ce qui se passe en France. Vous me direz, je parle sous votre contrôle, aujourd'hui, la gauche de la France aujourd'hui n'est plus la gauche qu'elle était. C'est-à-dire qu'elle ne parle plus des réalités sociales. L'ancrage social, on peut dire qu'il n'y a plus cet héritage du communisme, il n'y a plus cette pensée, je dirais, réelle, humaniste en tant que telle. C'est ce que dit Ahmed. Voilà. Ahmed aussi dit la vision de la France par rapport à la métropole n'est plus la même. Avec la droite, avec De Gaulle, avec le gaullisme, c'est plus la même chose. C'est plus du tout la même. Et donc voilà, cette gauche, elle disparaît. Et pour donner place donc à une bourgeoisie financière montante qui, elle, est inspirée de cette pensée mondialisée. C'est pas seulement l'homme qui est mondialisé, c'est la pensée aussi. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'est le capitalisme, c'est la marchandisation, c'est l'échange, c'est ouvrir encore plus de frontières. Et donc, quand on n'est pas assez ouvert, justement, quand on n'est pas assez mondialisé, donc on n'est pas assez bon par rapport aux autres. Et là, on revoit le rapport qu'il y a entre le Nord et le Sud. C'est-à-dire que les gens du Sud, quand ils voient que quand une gauche ou quand les partis dits socialistes qu'on voit en Occident commencent à se pencher vers justement une pensée mondialiste qui ne part plus des réelles réalités, des réelles souffrances sociales, des réels besoins, on commence à perdre justement le repère. Il n'y a plus cette vision de l'intellectuel engagé. Tout à fait. Tout à fait. L'idée est très bonne, mais tu peux répondre, Nejwa. Oui. Quelque part, nous, on est en train de fustiger l'Europe, mais on est tous mondialisés. De cette façon, nos comportements, ceux de nos enfants, comme d'ailleurs c'est un sujet qui taraude un peu la conscience de M. Ahmed, qui est un peu d'une classe d'âge plus élevée que la nôtre. Mais vous, en tant que jeune sociologue, vous ne voyez pas que la mondialisation a un charme très particulier et que les Arabes ou les musulmans ne résistent pas à ça. Allez-y aujourd'hui à Point Chaud, allez-y chez les coiffeurs. Allez-y même à la maison, parfois il y a dans les enfants qui rentrent avec une houppe, avec une coiffure bizarroïde. Voilà. Pourquoi ce charme De quoi peut arriver ce charme? Après, quand on parle de charme, c'est subjectif. Certains vous diront que ce n'est pas charmant. Mais c'est vrai que là, on parle exactement d'homogénéisation du paysage urbain. Le paysage urbain devient homogène. C'est là le danger. Voilà. C'est là le danger. Exactement. Donc il n'y a plus de spécificité. Et je vais juste revenir sur un point par rapport donc un petit peu à mon engagement personnel féministe. Aujourd'hui, ce qui se passe en Occident, et je dirais pas, mais pas n'importe quel Occident. Je ne veux pas considérer l'Occident comme un bloc parce que la pensée anglo-saxonne n'est pas la même qu'on retrouve un petit peu dans les pays francophones ou en tout cas du reste de l'Europe. Ce qui se passe, c'est que quand on regarde dans les pays anglo-saxons, le port du voile par les femmes ne pose pas problème. En tout cas dans le paysage urbain. Mais ce qui se passe, c'est que parce qu'ils ont une autre tradition par rapport à la colonisation, le rapport dont vous avez parlé de la colonisation anglaise que la colonisation française, elle n'était pas la même, le rapport n'est pas le même. Quand on voit aujourd'hui par exemple en France, le port justement du voile dans la rue, dans le paysage urbain, ça crée, je dirais, permettez-moi le terme, une tâche, parce que c'est un paysage qui doit être homogène. C'est une dictature en soi, parce que la pensée matérielle, c'est une dictature. On oblige les gens à penser d'une façon, on oblige les gens à s'habiller d'une façon. Pour répondre à votre question, c'est vrai, quand vous donnez l'exemple des enfants qui tendent à être justement un petit peu uniformisés, ce phénomène d'acculturation, ces jeunes, bien sûr, ils font partie justement de ce monde qui est de plus en plus vite mondialisé à travers Internet, à travers tous les éléments, enfin, tous les dispositifs audiovisuels. Ouais, les gens ont tendance à vouloir justement ressembler à un tout homogène, parce que si on ne ressemble pas à ce tout homogène, on est en dehors de la norme. Et quand on est en dehors de la norme, on est étiqueté socialement. Et quand on est étiqueté socialement, on n'a plus de vie sociale. On est un marginal, hein, comme on dit. Ok, Ahmed, je donne la parole à Kissima pour enfoncer le clou par rapport à ce sujet. Kissima, voilà. Nous sommes musulmans, mais très simple. À un certain moment, il nous restera, c'est peut-être l'idée de Mansour, qui est des musulmans, lui aussi, comme nous. Mais à un certain moment, il ne nous restera plus que la prière. Tout le panorama, tout le cosmos, le microcosme autour de nous deviendra tout à fait autre. Et là, c'est très fort. Quand vous venez, la liaison est tellement forte qu'on ne se reconnaît plus.
par la force de la communication. Aujourd'hui, à Norta Sakhina, vous avez un enfant tout à fait européen, vous avez un jeune qui a raté son école, mais qui est branché sur la bourse de Tokyo, il est branché sur le dernier film de Hollywood. Comment, justement, c'est un peu des soucis de M. Ahmed, Sidi Baba, comment endiguer ces flots déferlants de la mondialisation à outrance? Merci. Donc moi, je vais juste dire que c'est bien dommage que M. Ahmed Sidi Baba insiste sur le fait que ce n'est pas un travail d'érudition, mais c'est plutôt un appel. Pourquoi? Parce que quand on lit ce livre, en fait, il est très riche, il est bien écrit, il est très beau, dense, il est très dense. Donc, si vous insistez sur le fait que ce n'est pas une érudition, c'est comme si vous vouliez un peu nous dire, ne me posez pas les questions qu'il faut. Parce que, en fait, face à ce livre-là, moi j'étais surpris, j'étais tenté de cacher le nom de l'auteur et de le montrer à quelqu'un pour lui dire qui a écrit, à ton avis, ce livre. Je suis sûr que quand j'ai proposé ça à mes amis comme ça, ils ont pensé à n'importe qui, sauf à Ahmed Sidi Baba, président d'un parti politique, ouais. Donc ici, qui fait partie des premiers gouvernants de ce pays-là. Et quand j'ai lu le livre, mon attention a été attirée par 2 documents sur lesquels votre avertissement a porté notre attention. Et quand je les ai lus, ce que j'ai vu que vous insistez sur les aspects culturels. Et à un certain moment, en lisant, j'ai vu que l'un des documents, c'est le premier document en annexe, oui, a été produit en 1974. Et j'ai été surpris que vous n'ayez pas insisté sur l'aspect diversité culturelle en Mauritanie. Ah oui, parce que le point sur lequel je me suis focalisé, c'est le fait que vous disiez, nous avons hérité d'une civilisation qui est écrite et d'une religion. Ce n'est pas suffisant pour parler du point unificateur de la diversité culturelle en Mauritanie. Parce que aussi, vous insistez pour nous dire que ce n'est pas un livre sur la Mauritanie, mais puisque vous y avez enjoint 2 documents concernant la Mauritanie, eh bien, personnellement, moi, c'est sur ce plan que je voudrais vous interpeller. Pourquoi? Parce que vous êtes quand même un acteur politique de ce pays. Vous le prenez au mot. Hein. Oui, le dernier document, c'est celui qui concerne les assises sur la démocratie, qui se déroulait juste au moment où, d'ailleurs, ça se déroulait et il y a eu un coup d'État en Mauritanie. Après, on vous a vu dans l'opposition politique, quelque temps après. Bon, personnellement, on peut parler de mondialisation de l'homme, on peut trouver tous les aspects, d'ailleurs, auxquels, sur certains points, M. Yann Mansour de Grange est revenu. On peut même dire que quand on prend l'homme mauritanien tout simplement, il peut symboliser cet homme mondialisé qu'on trouve à Point-Chaud, cet enfant mauritanien, parce que aussi, je ne trouve pas dans tous les livres des éléments qui concernent le côté, si vous voulez, actuel de la question. Pourquoi? Parce que toutes les personnalités, qu'elles soient littéraires, philosophiques, politiques que vous citez, sont des personnalités anciennes. De Socrate jusqu'à, je ne sais pas, ceux du XXe siècle. Plus tard que... Donc, alors, je me dis quelque part, ce document qui est produit, ce livre donc cette réflexion tout court, qui date de 2013, aurait pu prendre en charge d'autres aspects de cette mondialisation qui ne font pas que des citations concernant des gens. C'est bien beau que Socrate ait dit « Je ne suis ni athénien ni grec, citoyen du monde, je suis ». Eh bien, c'est bien. Mais aujourd'hui, la citoyenneté du monde, effectivement, c'est bien dommage. Ce n'est pas que la proposition de l'économique. Ce n'est pas que, si vous voulez, l'imposition dans certains styles aux gens. Mais il faut aussi revoir cela, cette question sous son autre aspect. Est-ce que c'est nous qui choisissons ou est-ce qu'on nous impose? Parce que dans votre livre, vous parlez d'enracinement culturel. Alors, jusqu'où? Parce que quand je vous ai tous écoutés, j'ai eu l'impression que vous parlez de la mondialisation comme d'un problème. Comme d'un problème à résoudre. Or, il faut être réaliste. C'est le monde qui évolue. Quand l'islam venait... Donc ce n'est pas un problème à résoudre, c'est un problème à vivre, à ton sens. En fait, c'est comment vivre. Voilà. C'est comment vivre cette évolution du monde.
qui pose problème. Parce que si on part du principe que les religions monothéistes sont venues bouleverser un certain ordre, eh bien, il y a eu des résistances. Bon, aujourd'hui, l'homme mondialisé, à mon sens, ce n'est pas celui à qui l'Occident aura imposé sa culture, parce que même l'Occident est en train de perdre, ou si d'ailleurs l'Occident ne l'a pas déjà perdu, sa culture de base. Et aujourd'hui, quelles sont les revendications? Comment bouillonne l'humanité? Vous partirez en France aujourd'hui. Ce qui est valable en France, ce n'est pas valable ici. Il y a quelques semaines, il y a eu un concours de plaidoirie, ici à Nouakchott, pour les avocats. Il y en a un qui a été obligé, en tout cas, de retirer sa plaidoirie. Pourquoi? Parce que le principe de plaidoirie qu'il avait posé portait sur la défense de l'homosexualité, par exemple, au Cameroun. Ça ne marche pas en Mauritanie, même si c'est un concours international. C'est clair. Comment est-ce qu'on vit cette mondialisation? Je pourrais même rappeler encore le problème du jeune Khaïtir, qui a tout simplement heurté, si vous voulez, les consciences des musulmans que sont les Mauritaniens, et où, aujourd'hui, il n'a pas pu trouver quelqu'un pour le défendre. Comment vivons-nous la mondialisation? Voilà, pour moi, en tout cas, l'angle selon lequel j'attaquerai ce livre. Et c'est encore bien dommage que vous vouliez nous mettre en garde, limiter notre champ de critique au fait que ce n'est pas un livre qui concerne la Mauritanie et que ce n'est pas un travail d'érudition, c'est bel et bien un travail d'érudition. Ok, c'est bon, c'est bien. Allez-y, Ahmed. C'est moi, c'est ouvert, c'est ouvert. Ahmed, je voudrais d'abord dire à madame qu'il y a quelques mois, la première édition de ce livre a été l'objet d'un colloque au Maroc. Il y avait des universitaires qui ont fait 2 exposés sur les livres. Et on m'a reproché à juste titre, justement, les titres, le mondialisé. Et j'avoue, personnellement, que toute réflexion faite, les titres ne recouvrent pas exactement ce que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire le mondialisé, c'est-à-dire l'homme qui se trouve en plein dans la mondialisation et non l'homme tel qu'il est mondialisé. L'homme qui se trouve par la force des choses dans la mondialisation. Bon, le vrai titre, c'est le sous-titre. Oui, c'est pour un nouvel humanisme face à la mondialisation. Bon, je voudrais dire ensuite, je n'ai pas dit que c'est un livre d'érudition pour empêcher de poser des questions sur la Mauritanie. Les 2 annexes ne concernent que la Mauritanie. Et j'ai bien précisé que si je les cite, c'est parce qu'ils illustrent ce que je dis dans le reste du livre. Vous parlez de la politique culturelle de 1974. Je vous demande de la relire. Parce que ce n'est pas une analyse politique. C'est une méthodologie pour mettre en valeur la culture mauritanienne. Et vous verrez bien que le patrimoine culturel, dans toute sa diversité, est traité entre patrimoine savant, patrimoine acquis, patrimoine, etc. Et aussi bien l'oralité que tout le reste. Ceci étant dit, je vous en prie, relisez le texte et comprenez que ce n'est pas... Si le président me le permet, je peux lui lire un petit paragraphe. Oui, oui. Qui est ici dans cette édition à la page 131. Dans ce domaine précisément, notre situation était privilégiée. Nous étions héritiers d'une langue écrite, l'arabe, et d'une religion commune à tous, l'islam, qui ont toutes deux joué un rôle essentiel dans la constitution de notre personnalité culturelle. À cela s'ajoutent les spécificités culturelles de notre patrimoine vécu, tout à fait. caractérisé par l'oralité et enraciné sous l'égide de l'islam dans toutes les couches de notre population. Oui, tout à fait. Moi, je pense que vous allez me permettre de répondre juste sur cette question. Brièvement quand même. Je n'ai pas posé la question en ces termes. Je parle à l'acteur politique qui était là. Parce qu'après, 5 ans après... Non, écoutez bien. Ce document date de 1974. J'ai dit à l'acteur politique qui est en face de moi, cette proposition que vous aviez faite au président de la République, Mokhtar Ould-Daddah, eh bien, quoi qu'il en soit, je n'y ai pas vu l'aspect gestion de la diversité culturelle dans sa façon concrète. Parce que là, c'est vague, cette idée. C'est vague en réalité. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là,
on sortait d'une période où la Mauritanie avait connu quand même des bouleversements liés justement à la présence de cette diversité culturelle. Diversité culturelle prise en charge effectivement par l'islam, mais aussi qui pouvait être prise en charge par l'héritage de la langue arabe, mais il se trouvait que les premiers, les premiers problèmes étaient déjà là. Et annonciateur de la séparation de l'école mauritanienne, par exemple. Il me semble que vous avez été ministre ou directeur de l'enseignement secondaire à un moment oui, ministre de la Culture d'abord, et ensuite, voilà, ministre de l'Éducation. Alors, de toutes les façons, vous savez, on va me dire que c'est parce que les militaires étaient là. Mais à partir de 1979, il y a eu ce bicaméralisme. Est-ce que ce document, les contenus de ce document ont été mal pris en charge? Ou est-ce que c'est parce que la question gestion de la diversité culturelle en Mauritanie n'a pas été suffisamment bien comprise par les acteurs qui étaient là à l'époque? Voilà, pour moi en tout cas, la pertinence du propos. Sinon, j'ai bien lu cette idée, mais elle est vague. Bon, elle n'est pas très synchronique, peut-être, mais... Écoutez, moi, ce que je répète, c'est de vous demander de relire le document. Relisez-le. Bon, non, mais attendez. La politique culturelle que j'ai faite en 1974 se compose de deux parties. Une partie théorique, c'est celle qui est là, et une partie opérationnelle, qui est l'application et comment appliquer cette politique. Et vous verrez qu'en matière de diversité culturelle, rien, absolument rien de la diversité culturelle n'a été omis dans ce document. Vous allez en paragraphe, mais tu n'as pas, reporte-toi à plus loin, tu verras que dans notre patrimoine savant, j'inclus évidemment tout l'acquis. Et j'ai demandé, pour donner un exemple, je le répète, cette partie est théorique, la partie pratique, je ne l'ai pas publiée parce qu'elle ne concerne pas ce document. Mais j'ai été le premier à avoir créé l'Institut des langues, qui a été dirigé à l'époque par rahmatullahi alayhi, Kimbel Diallo, l'Institut des langues nationales. Ceci étant dit, rien, absolument rien de nos différentes spécificités culturelles n'a été oublié dans cette politique. Et d'ailleurs, l'UNESCO a estimé, a voulu la publier, je n'ai pas accepté à l'époque, parce qu'ils ont estimé qu'elle couvrait vraiment le champ. Bon, pour en revenir au reste, je n'ai pas fait un livre, c'est vrai, je n'ai pas fait un livre sur la Mauritanie. C'est en ce sens que je dis que le livre n'est pas consacré à la Mauritanie. Mais si j'ai mis ces deux annexes, c'est parce qu'ils illustrent. Le premier, ma théorie du dialogue des civilisations, parce que dans cette politique culturelle, j'ai essayé de définir avec précision en quoi consiste l'ouverture à l'extérieur et à quoi consiste le maintien de la personnalité propre. Tout à fait, tout à fait. J'ai dit par exemple que pour les choses savantes, la science, la culture, il faut les adopter. Et chaque fois que cela est possible, les adapter. Pour le reste, c'est une simple stylisation. Par exemple, notre folklore national, qu'il soit Bédan, Alpolar ou autre, il faut le maintenir dans son esprit, mais l'habiller stylistiquement parlant pour qu'il soit vendable à l'extérieur. Parce que la mode aujourd'hui impose de le présenter différemment de la manière dont on le présente. Ok, Ahmed, on va se résumer. Et donc, réalisez, s'il vous plaît, réalisez la politique culturelle. Et souvenez-vous surtout qu'en matière de traduction dans les faits, on arrive, le temps s'épuise. On va dépasser ce point rapidement. Je dis simplement qu'il y avait un programme d'application de cette politique dont le premier point à avoir été réalisé, c'est la création de l'Institut des langues nationales par Ali Diallo, rahmatullahi Kimbel, qui en était le directeur. Bon, je reviens maintenant à ce problème de la mondialisation que nous devrons dépasser, parce qu'il y a d'autres choses dans le petit bouquin qu'il faudra peut-être traiter. Mais en tout cas, je dirais simplement que le deuxième document, qui est un annexe, c'est une vision de la manière de créer chez nous les conditions de la démocratie. Vous savez que dans la partie consacrée à l'Afrique et au monde arabe, j'ai parlé
des systèmes dictatoriaux et des dirigeants qui ne sont pas à la hauteur pour être ceux capables de dialoguer Tout à fait. et de mettre en œuvre cette mondialisation et son humanisme avec leurs pairs du Nord. Voilà, Un exemple évident existe chez nous, mais je n'ai pas traité de la Mauritanie en tant que problème politique, en tant que... c'est ce que j'ai voulu dire, simplement. Ok, voilà, c'est bon. Pas pour On risque de nous... Ok, Kissima, Ahmed, on risque de nous arracher un peu l'antenne parce qu'il y a d'autres choses à faire. Avant, une dernière question, puis chacun parlera très brièvement pour clôturer l'émission. On arrive à la fin. Mais ce qu'il faut savoir, Monsieur Ahmed, vous-même, en tant qu'auteur de ces livres, on vous interpelle pour une chose. Votre nature, votre origine, tout ça, est lié quand même, elle est pertinente. Vous êtes maire d'Atar. Vous avez été maire d'Atar. Vous êtes chef de tribu, malgré vous. Vous êtes né comme ça. Et là, comment expliquez-vous? Vous êtes un mondialisé, régionalisé et tribalisé. Je regrette, je ne suis... Ah, vous n'êtes pas? Je regrette de vous contredire, je ne suis pas tribalisé. Ah bon, c'est bon. Je suis d'une tribu. Heureusement. Je suis d'une tribu et d'une ethnie. Et je prétends, puisque maintenant on entre dans le domaine politique, qu'il n'y a pas lieu de mener une guerre ni contre la tribu ni contre l'ethnie. Ça, c'est se battre contre des moulins à vent. La tribu, tout comme l'ethnie, il faut les laisser telles qu'elles sont, mais les extraire de la politique. La tribu et l'ethnie sont les conservatoires d'une partie de cette culture. Et moi, je n'aimerais pas qu'elle disparaisse. C'est clair. Mais ce que j'aimerais, c'est que vienne la démocratie, qui permette à chacun, sans avoir besoin de se chamailler avec l'autre, d'exprimer sa différence, d'exprimer sa spécificité dans l'unité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai défini d'ailleurs le concept de civilisation et de culture. Pour moi, la civilisation, c'est d'abord quelque chose qui est fondé sur un credo religieux. Prenez les civilisations depuis qu'elles existent, depuis l'Antiquité, ça a toujours été, quand on parle de la civilisation grecque, elle est fondée sur les dieux, c'est les dieux, la mythologie des Grecs. La mythologie grecque, vous connaissez aussi. Sur Zeus, sur Olympe. Quand on parle de la civilisation judaïque, elle est fondée. Moïse, la civilisation les apôtres, tout ça. Sur le credo de la religion juive et de la religion chrétienne. Quand vous parlez de la religion chinoise, elle est fondée sur le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, taoïsme, je n'ai parlé ici. Confucianisme. Donc, le terme de civilisation qu'on confond toujours avec culture, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Et la chance qu'Allah nous a donnée ici dans ce pays, c'est d'être tributaire d'une même civilisation, la civilisation islamique, qui n'est pas la propriété du blanc ou du noir plus que de l'autre. Tout à fait. Oui. Mais par contre, notre culture, comme toutes les cultures du monde, la culture n'étant que le véhicule par lequel se déplacent les valeurs de civilisation, elle est multiforme. Tout à fait. Et la démocratie, son intérêt, c'est de permettre à cette multiformité de s'exprimer sans toucher à l'unité qui garantit l'unité de civilisation. Tout à fait. Monsieur Ahmed, vous allez vous résumer parce qu'on arrive à la fin. Avant, excusez-moi, donc on a un problème d'impératif temps. Je donne la parole à tout le monde, un à un, mais 1 minute par intervenant parce qu'on est acculé par l'antenne. Allez-y, Mansour. Non, on commence par droite. Alors, soyons brefs donc. Je vais parler de ce qui m'unit à vous particulièrement. Je suis musulman. Pourquoi? En dehors des aspects strictement personnels, il y a une réalité sociale très importante. En tant qu'occidental, en tant que Français, j'ai pris conscience un jour que je n'avais plus de chemin spirituel pour revenir à ma source, à ma propre source. J'ai fait ce constat il y a longtemps. Je l'ai cherché. Je crois l'avoir trouvé en islam. Jusqu'à présent, je suis persuadé d'avoir trouvé en islam. C'est-à-dire, pour moi, l'islam, c'est le chemin qui me ramène à moi-même. Ça veut dire, ça va me ramener à ma propre culture. Je suis plus français aujourd'hui que je ne l'étais il y a 20 ans. Parce que je suis allé beaucoup plus loin dans ma culture. Évidemment, ça m'a amené à perdre
l'alcool, le cochon. Mais franchement, c'est pas ça qui fonde l'humanité, l'humanisme français. T'as rien perdu. Non, mais que veut dire, en tant que Français, si, les Français vont dire, oh là, qu'est-ce que tu as perdu? Mais toute une question de point de vue. Mais moi, je sais que je retrouve à l'intérieur de moi-même. Quiétude, C'est-à-dire, je ne renonce à rien. Je renonce à des détails, mais pour le reste, l'islam me permet d'aller au fond de moi-même. Petit à petit, j'avance vers le fond de moi-même. Et sans lâcher ma propre culture. Je parle français, donc oui, tout ça. Ce que je veux dire, c'est deux chemins pour toi aussi, Kissima. C'est le chemin pour tout le monde. À mon avis, c'est une ou la réponse pour vivre correctement cette fameuse mondialisation. Et donc, brièvement, très brièvement. Moi, je vais quand même soutenir un peu mon ami Kissima parce que en lisant les livres dans le même angle que lui, effectivement, le président Ahmed fait montre d'une vaste érudition dans ses livres et d'une très vaste culture. Voilà, d'une très belle, très vaste culture. Et la preuve en est qu'il y a tellement de citations, de belles citations qui sont vraiment pertinentes et qui sont à point. Et ensuite, je terminerai en notant quelque chose d'extraordinaire dans ces livres et qui est très rare pour être souligné, c'est la constance de la pensée. Quand on lit cette contribution à l'élaboration d'une politique culturelle qui a été écrite en 1974, et quand on lit les contraintes à la culture démocratique et à l'esprit citoyen, le document écrit en 2005, et quand on lit l'homme mondialisé, écrit en 2013, on a la même pensée, on a le même homme qui, depuis toujours, a toujours pensé la même chose. Et puis il a une vision prémonitoire. Absolument, ça c'est extrêmement important pour ne pas être Vous avez laissé une minute à madame pour ne pas être machiste. Allez-y, Nazwa, c'était un dernier mot. C'est bon. Oui, donc moi je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais en fait juste pour continuer en fait ce que vous disiez. Moi, ce qui compte, en fait, pour moi, si on veut penser aujourd'hui la mondialisation, c'est surtout essayer de penser ce que ça a comme conséquence sur la pensée elle-même. C'est-à-dire que c'est vrai, bon, vous avez votre chemin par la quête de la spiritualité. D'autres, justement, n'ont plus cette chance-là d'accéder à la spiritualité parce qu'il y a plusieurs barrages, plusieurs frontières qui sont instituées et mises en place par la mondialisation. Et quand vous dites qu'il faut que nos rapports avec le Nord changent pour que, justement, qu'il y ait un meilleur échange qui serait dans notre intérêt, c'est vrai dans un sens. Et je pense que ce serait dans un sens uniquement peut-être économique ou à la limite politique. Parce qu'on est en train de perdre plus cet échange, parce que c'est un petit peu le but ultime qu'il y a derrière la mondialisation, parce qu'il y a des intérêts économiques cachés derrière. Et c'est dans ces intérêts économiques-là, il y a ce combat, cette lutte contre toute pensée, je dirais, spirituelle et non matérielle. Et je pense qu'on est là pour la sauvegarder. Et quand vous dites que, par exemple, des danses ou des chants qui sont dans les festivals qui doivent être représentés, qui doivent être redéguisés, refaits, malheureusement, ce qui se passe, et ce qui se passe aussi au Burkina Faso, au Cameroun, quand il y a des touristes qui viennent, les danses sont complètement refaites. Il n'y a plus rien de vrai, il n'y a plus rien d'authentique, il n'y a plus rien de... Et c'est ça qui est dommage. Je crois que quand vous dites que la mondialisation n'est pas vraiment un problème en soi, pour moi, c'est un problème. Il faut essayer justement de le vivre, mais de le vivre autrement. Essayer de le combattre en essayant de garder ce que nous, on est réellement. Oui, Kissima, tu réponds? Non, en fait, je ne vais pas répondre, parce qu'elle dit que c'est un problème. Tu réagis quand même. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que je constate que nous choisissons de regarder des chaînes de télévision, par exemple, qui nous donnent des séries qui parlent d'histoire d'amour et d'argent et de haine, qui nous viennent de l'Inde, qui nous viennent du Mexique, qui nous viennent de partout, et c'est à l'intérieur de nos salons. C'est nous qui cliquons, ou bien en fait c'est nous qui pressons sur le bouton pour choisir la chaîne. Qui zappons. Oui, qui zappons, voilà. Je ne voulais pas utiliser le mot. Maintenant, moi, je vais terminer en posant une question à M. Ahmed Sidi Baba. À qui faut-il se référer? À l'homme de culture que nous découvrons à travers ce livre, ou tout simplement à l'homme politique devenu aujourd'hui un opposant? À qui faut-il se référer? En fait, je disais que puisque je n'ai plus qu'une seule minute je suis en train de peut-être... 30 secondes. Ça fait 20 secondes alors. Alors je dis, est-ce qu'il faut se référer à Ahmed Sidi Baba
l'homme de culture que personnellement je viens de découvrir à travers ce livre, ou est-ce qu'il faut se référer à Ahmedou Sidi Baba, l'homme politique, devenu un opposant aujourd'hui? Très, très brièvement, parce qu'on arrive à la fin. Oui, oui. Je crois avoir développé dans ce petit livre, je crois avoir développé l'idée que ce siècle des Lumières, le 18e siècle, pour moi, a mis un terme à un certain équilibre qui existait chez l'homme entre la spiritualité et la raison. C'est ce que je reproche au XVIIIe siècle. Et je suis bien évidemment d'accord pour dire que sans la spiritualité, l'individu est incomplet. Il s'apparente plus à la bête dans la... اديني ميكرو بدي شوي من اولاد. Il y a autre chose. Il s'apparente plus sans religion. J'ai d'ailleurs cité Gandhi qui dit que l'homme sans religion, c'est comme un bateau sans gouvernement. Sans gouvernement. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis heureux que vous ayez trouvé le chemin de votre vie et de votre foi dans l'islam. Je m'en réjouis beaucoup. J'ai dit simplement que la question, je l'ai posée dans l'introduction. L'honneur, avec son poids actuel économique, scientifique, technologique, sans que cela procède d'une volonté arrêtée entre les chefs d'État du Nord, est en train de faire en sorte que la mondialisation se traduise par une uniformisation du monde entier dans les normes de vie, de consommation, de comportement qui sont les siens. Et j'ai dit ensuite une autre question, est-ce que c'est même dans l'intérêt du Nord? Ce n'est pas dans l'intérêt du Nord. L'intérêt du Nord est qu'ils reçoivent de nous quelque chose qui humanise cette animalité qui est liée à l'emploi, à l'usage unique de la raison. Tout à fait. Bon, pour le reste, je voulais dire que... Vous allez vous résumer, M. Ahmed? Pardon? Vous allez vous résumer rapidement parce que... Je vais me résumer rapidement, mais surtout je vais répondre à mon ami. Ne vous référez ni à l'un ni à l'autre. Alors, moi, je ne suis pas devenu un opposant du temps de Mokhtar Ould-Daddah, je l'étais déjà. Tous ceux qui ont été avec moi au gouvernement le savent, non pas en tant qu'opposant déloyal, mais je me suis opposé à tout ce à quoi je ne croyais pas. Au fait, je crois à l'allusion au temps du président Maouia. J'étais dans sa majorité. Si vous ne le savez pas, je vous apprends que j'ai refusé d'adhérer à son parti, que j'ai créé le mien propre et que toutes les raisons mauritaniennes, traditionnelles, m'appelaient à ne pas le faire. Je l'ai fait malgré tout. Et dans cette position de parti RDU que j'ai créé, j'ai toujours été en opposition avec la plupart de ce qui a été développé. Mais il est vrai qu'ayant prôné la démocratie pluraliste et l'ayant obtenu de ce monsieur, je ne pouvais pas non plus, au départ, me mettre en opposition avec lui. Quand j'ai vu que cette démocratie n'était que de façade, et sans le consulter, je vous l'apprends, parce que beaucoup de gens le savent, j'ai organisé le forum des valeurs démocratiques et de la citoyenneté en 2005. Et c'est le discours d'ouverture que vous avez vu ici. Bon. On va continuer la discussion par Facebook peut-être. Et c'est moi qui ai amené toutes les propositions sur lesquelles le RDU et l'opposition étaient d'accord, y compris le statut de l'opposition. Okay, Ahmed, et tout c'est ce qui a été adopté lors de la transition d'Ali Mohamed. Ceci étant dit, ne vous référez ni à l'homme de culture, parce que je ne suis pas plus particulièrement sans cultivé que vous, ni à l'homme devenu opposant, parce que je ne suis pas devenu, j'ai toujours été contre le monolithisme. Écoutez, vous pouvez interroger des hommes ici présents, vivants, qui vous diront que du temps de Mokhtar Ould-Daddah, j'ai demandé à Mokhtar de faire la démocratie pluraliste parce que c'est par elle seule que nous consoliderons notre unité nationale.
parce que c'est par elle seule que chacun pourra exprimer dans la paix Merci, M. Ahmed. sa différence. Merci, M. Ahmed. Donc, ne nous effrayez Enfin- ni l'un ni à l'autre, mais je vous ouvre ma porte, fréquentons-nous, vous me connaîtrez un peu mieux. Ahmed, C'est vrai. Bon, je reviens au Allez, résumé. en fin de la mission, monsieur, madame, bonsoir. Merci d'avoir suivi cette émission sur le très brillant ouvrage de monsieur Ahmed Ould Sidi Baba. À la fin, je ne peux que féliciter monsieur Mansour Degrange pour sa participation très brillante, ainsi que Doumou, Nejwa et Kissima et Djenaba qui étaient bloqués dans l'embouteillage, les étudiants de sociologie à l'université de Nouakchott. Je la remercie pour avoir fait l'effort. Et bonsoir, faites de beaux rêves.